Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Maby, je dirige la rédaction du journal La Tribune. Je suis ravi d'ouvrir cette conférence pour la partie des nombreuses tables rondes qui vont avoir lieu. Avant la première table ronde que j'animerai dans quelques instants avec des chefs d'entreprise, je voudrais passer la parole tout de suite, donc je ne veux pas rester longtemps, à Natacha Valla, qui est la doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Juste pour vous introduire, je dirais que vous êtes économiste, vous avez travaillé évidemment sur tous ces sujets. Et si la tribune est présente ici, peut-être ce matin, ce n'est pas tout à fait par hasard. Nous-mêmes nous intéressons depuis longtemps beaucoup à ces sujets. Nous avons lancé un forum qui s'appelle le forum Partageons l'économie. Chaque année, il se déroulera le 9 mai. Je peux d'ores et déjà vous proposer de vous y inscrire. Bientôt, ça va être le cas sur le site de la tribune. Partageons l'économie, et ça sera sur ces questions d'impact, de RSE et d'ESG dans la finance, à l'heure des comptes. Et à l'heure des comptes, parce qu'il ne suffit pas seulement d'en parler, il faut aussi non seulement avoir la mesure, l'impact, mais regarder l'impact de la mesure sur l'économie. À vous, Natacha Valla, la parole pour une quinzaine de minutes. Merci Philippe pour ces mots d'introduction. Merci Tony, merci Agnès de cette confiance que vous me donnez. Faire un propos introductif sur un programme extrêmement riche qui est vraiment impressionnant parce qu'il est bien articulé, il parle à des publics différents, ce qui est heureux. Il y a certains publics qu'on aimerait avoir ici, qu'on n'a pas encore, mais qui viendront. En tout cas, je suis ravie d'être ici, ravie aussi parce que c'est un moment pour moi assez important sur les questions d'impact. D'une part parce que l'école dont j'ai la responsabilité à Sciences Po, qui s'appelait jusqu'à l'année dernière l'école du management et de l'innovation, EMI, s'appelle aujourd'hui toujours l'EMI, et c'est effectivement l'école du management et de l'impact. Et c'est un changement qui est un changement de nom, on a gardé l'acronyme, mais qui est un changement de nom que j'ai eu à défendre. Alors, j'ai été portée par l'institution, bien sûr, mais il a fallu défendre le modèle de cette notion d'impact. Et en réalité, ce qui est important dans ce projet-là, c'est que cette école-là, c'est une école de management où on fait des masters en finance, en stratégie, en communication, en industrie culturelle et créative, en plein de choses, mais que quand on apprend toutes ces choses qui sont professionnalisantes, dans lesquelles on a des compétences qui nous permettent d'agir dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, on acquiert des compétences financières, juridiques, etc., on a aussi cette awareness, cette responsabilité, mais aussi les philosophes allemands appelleraient ça cette Mündigkeit, cette notion de responsabilité collective, qui, dans l'application de ces outils professionnels, permettent collectivement de faire évoluer l'état d'esprit et le système. Donc ce n'est pas une école de la révolution, c'est une business school, mais qui se préoccupe de l'impact et qui place l'impact au cœur de ses compétences. On a aussi, c'est pas de la publicité, mais c'est parce que ça s'inscrit exactement dans le programme d'aujourd'hui. D'ailleurs, quand Tony m'a appelé pour parler du sommet d'aujourd'hui et qui me parlait de ce qui se faisait dans le tank, je me suis dit, bon sang, il a lu le projet de l'école, c'est exactement ce qu'on veut faire. On a des initiatives qui vont exactement dans ce sens-là. Donc, dans l'école, on met aussi en place une maison qui s'appelle la maison Pacioli. Et là, je vais vraiment commencer à vous parler de ces dimensions qui me semblent importantes pour l'impact aujourd'hui. Pacioli, Luca Pacioli, c'est un moine franciscain italien du XVe siècle. Qui à l'époque, il était aussi mathématicien. À l'époque, on était humaniste et donc on faisait plusieurs choses à la fois. Et c'est lui qui a mis en place le système de comptabilité à double entrée. Donc c'est le père, c'est une référence absolue pour tous les comptables, mais c'est aussi le père de beaucoup de choses et notamment de certaines normes de visualisation de l'espace économique et social qui sont très prenantes et très distinctives, j'allais dire, dans nos sociétés, dans nos économies telles qu'elles sont régies aujourd'hui par des normes comptables. Alors je vais commencer par ça, par les normes comptables. Je passerai ensuite à un petit propos sur l'Europe. Pourquoi en Europe on est bien placé, enfin on s'est bien doté, et on était parti d'un point de départ assez fort, finalement un peu chaotique mais fort, et on est assez bien doté pour porter la notion d'impact. La ministre l'a rappelé tout à l'heure, la France se distingue en beaucoup de dimensions et pas seulement juridiques sur le sujet.
Et je finirai aussi sur un propos de macroéconomiste, on ne se refait pas, en plaçant cette notion de comptabilité extra-financière, non seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau des États et au niveau des comptabilités nationales, c'est-à-dire au niveau de ce qui nous permet aujourd'hui de définir ce qu'est la croissance. Et j'aimerais que vous reteniez de ce propos l'idée qu'on n'a pas besoin d'être anti-croissance pour penser dans le sens de l'impact et du bien commun. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui importe, c'est ce qu'on met dans la croissance. Et cet effort normatif extraordinaire qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau des normes comptables de l'entreprise devrait, enfin moi ce sera un objectif, en tout cas l'objectif caché de tout ça, ce serait d'aboutir à horizon 2025 à une réforme aussi de la comptabilité nationale pour qu'elle puisse refléter tout ce qu'elle ne reflète pas aujourd'hui. Mais je commence par ma conclusion, ce qui est jamais bien, mais comme il me reste que 7 petites minutes, vous l'aurez déjà en tête. Alors, premier point, la question de la comptabilité, du reporting extra-financier. C'est une question d'actualité, bien sûr, puisque la réglementation, la CSRD, la fameuse CSRD, qui fait trembler toutes les PME, et pour des bonnes raisons, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Il y aura un gros travail de reporting à faire. Les grandes entreprises sont mieux équipées pour ça, mais enfin, c'est pas facile non plus. Donc cet effort-là est en marche. En tout cas, l'échéancier est vraiment, c'est 2024, la mise en œuvre, je crois. Donc on a vraiment un travail au niveau des entreprises qui est demandé, qui sera contrôlé. Mais en réalité, cette norme, elle doit être aussi, ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la CSRD, c'est déjà la résultante, et c'est notre logique dans Pacioli, la résultante d'une réflexion autour de la norme comme expression des valeurs d'une société. Et cette dimension-là, on a oublié de la faire porter par tous ceux qui ne sont pas ni comptables ni économistes. C'est-à-dire les politologues, la géopolitique a un rôle à jouer là-dedans, les philosophes, les sociologues, tout cet environnement qui permet de cristalliser ce qu'on veut mettre dans nos normes. Dans le fond, cet exercice-là, il a été un peu fait, mais il peut encore être fait dans les années à venir, et je pense vraiment que c'est le moment d'utiliser cette mobilisation collective pour faire en sorte que cette ce nouvel espace de normes reflète bien ce qu'on souhaite y mettre dedans. Les IFRS ont mis des moyens colossaux. On sait que la Chine réfléchit beaucoup autour de la notion de bien commun, aux implications que ça peut avoir in fine sur les résultantes en matière de comptabilité. On a nous aussi notre rôle à jouer, et j'y viendrai quand j'évoquerai la dimension européenne. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, parce que quand je dis des moyens, l'université de Harvard, par exemple, a eu un budget de, je crois que c'est 60 millions pour développer justement des cadres de comptabilité. Bon, nous, on travaille avec des sponsors un peu moins dotés, mais en tout cas, je pense que collectivement en Europe, on a une fenêtre d'impact, justement, et on a une fenêtre d'action. Cet impact-là, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est un impact qui est souvent considéré comme un impact micro. Alors, c'est bien, je pense que tout part de là, ça part de l'individu même, savoir comment on peut se mobiliser au niveau individuel, pas forcément au niveau de la morale d'ailleurs, ou de l'éthique, mais du comportement. Et ça part de l'impact de l'entreprise, de l'impact d'un projet. Mais l'impact macro, il est un petit peu plus lointain. Et je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a pas mal d'années de ça, j'étais à la Banque européenne d'investissement pour une mission justement pour développer des modèles d'impact macroéconomique. En l'occurrence, c'était l'action de la banque, qui est une banque publique, la Banque publique de l'Union européenne, qui s'était dotée du mandat de maximiser la croissance et l'emploi. Donc on cherchait à trouver au niveau macroéconomique une mesure de cet impact-là en termes d'emploi et en termes de croissance. Je pense qu'il faudra aussi être capable de faire communiquer cette acception micro avec une quantification macro, et je ne dis pas seulement macroéconomique, mais macro-sociétale, macro, etc., de toutes les actions qu'on peut vouloir comprendre dans le mot impact. Alors, l'Europe dans tout ça, l'Europe, elle est très bien placée, la ministre l'évoquait, elle est très bien placée. Pourquoi ? Parce qu'on a su avancer, c'est un peu comme sur la donnée, on a su avancer, se doter d'outils au niveau européen, mais aussi d'outils au niveau national. En France, on a effectivement la loi Pacte, on a
les moyens d'être entreprise à mission, parce qu'elle est là pour en témoigner. Donc tout ça, c'est un vrai travail au niveau des entreprises et qui reflète aussi notre volonté et notre capacité à conceptualiser la notion de capitalisme responsable, je pense. Que cette idée... Alors, on n'a pas le monopole de ça. Encore une fois, les chercheurs du monde entier ont l'idée de sortir de ce paradigme friedmanien de l'exclusivité donnée à la valeur ajoutée en tant que valeur actionnariale. On a tous à peu près bien compris. Mais pour étoffer cette ouverture-là, on a en Europe, en tout cas, un effet d'entraînement important. Et c'est important qu'on associe ça, encore une fois, à nos valeurs et à la notion de société qu'on veut porter. Et comme le disait très bien la ministre, pas forcément dans un esprit de renoncer à quelque chose pour cela. C'est vraiment un esprit de réussite et de résultat. D'ailleurs, dans les modèles de la BEI, on avait l'impact et on avait le résultat. C'est ce qui sont deux notions différentes. Donc, cet outillage législatif qui va nous aider, parce qu'il va donner des incitations. Parfois, ce sera compliqué sans doute, mais je pense qu'on saura être pragmatique sur cette voie-là. Moi, c'est à ça que je pense quand je forme mes étudiants. Il y a un risque quand même. On a aussi une vivacité de système, et je vois que la diversité des intervenants le montre. On a une finance qui est mobilisée, on a des entreprises qui sont mobilisées, des citoyens qui sont mobilisés. Le risque, c'est un peu la bureaucratisation du truc, parce qu'on a combien 1200 indicateurs. Enfin, c'est 1144. Merci Pierre-André. Donc ça fait quand même beaucoup. Il faudra être en mesure de mettre ça en ordre de marche sans être trop punitif. Mais j'espère encore une fois qu'on saura collectivement être pragmatique. Alors je termine sur le point qui me tient vraiment le plus à cœur, qui est ce lien. Alors je vais revenir à des choses comptables un peu rébarbatives, mais en réalité elles ne le sont pas. C'est que si je vous dis on doit lier le SNA et le ISSB, ça ne vous dit rien. Le SNA, c'est le système de comptabilité nationale. Alors, un absent du débat sur l'impact aujourd'hui, c'est l'impression qu'on a, mais en fait, ils ne le sont pas, ce sont les statisticiens, donc les INSEE du monde entier, qui ont en charge la responsabilité d'un bien très précieux, qui est notre cadre de comptabilité nationale. Et ces statisticiens-là, très dans leur rigueur, qui est une grande qualité, sont en train de lancer l'exercice de révision du système de comptabilité nationale, enfin du système de comptes nationaux, pour le 2025. Et quand vous creusez dans les dossiers qui sont très formalistes, c'est un peu du langage jargonnant, quand vous creusez dans les documents qu'ils préparent, ça se fait au sein des Nations Unies, donc c'est porté vraiment au niveau mondial, on voit qu'il y a certains aspects de la réforme. Cette réforme a lieu régulièrement, c'est pour faire en sorte qu'on mesure bien l'inflation, qu'on ait dans le champ des comptes publics des choses qui doivent y être et qu'on n'oublie rien. Enfin, voilà, c'est pour suivre la mesure du monde et de son évolution. Cette fois-ci, il y a tout un paragraphe qui nous dit, voilà, cette fois-ci, on veut faire rentrer le well-being, donc le bien-être, et on veut faire rentrer tout ce qui est soutenabilité au sens très large. Et en fait, l'agenda, il est déjà là. Les statisticiens sont en train de se demander aujourd'hui s'il faut faire rentrer la biodiversité dans la valeur ajoutée telle qu'elle est comptabilisée dans la comptabilité nationale, c'est-à-dire dans la croissance. Il va y avoir des appels à contribution, des appels à « je vous somme d'être là et de cliquer sur le site des Nations Unies pour soumettre toutes vos suggestions, parce que c'est par ce canal-là, et sans doute pas un autre malheureusement, qu'on va arriver à faire dire au concert des nations que oui, on veut que la biodiversité ait une valorisation monétaire, ou pas d'ailleurs, mais enfin, on sera capable de faire évoluer ce cadre-là qui nous permet aujourd'hui de dire ce qu'est la croissance. Et si on est capable de prendre cette opportunité-là à bras-le-corps et de faire en sorte que ce débat-là, qui est très très loin, encore une fois, de tout militantisme, incorpore même un dixième de ce dont on peut rêver, alors je pense qu'on pourra avoir vraiment, cette fois-ci, en intégrant, alors je sais que les vues divergent dans cette dimension-là, et puis je m'arrêterai là, Philippe, parce que sinon tu vas me rappeler à l'ordre, mais si on arrive à mettre ensemble cette réflexion sur l'entreprise dans le bien commun et cette réflexion sur la comptabilité de la croissance, alors on aura vraiment fait un pas de géant qui est déjà bien avancé, puisqu'effectivement vous êtes très nombreux, et je trouve que
cette diversité, cette mobilisation diverse, intergénérationnelle et au sein de tout ce qui constitue nos sociétés et nos économies est très très porteur, y compris à mon âge qui commence à être un peu avancé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Thank you.